Je vais vous inviter à vous rapprocher près du pupitre. À mes côtés, ils sont tous les deux avec moi, mais on les retrouvera pendant cette heure de conférence. Vous allez retrouver Monsieur Alexandre Faure. Alexandre, je vais vous inviter à vous rapprocher près de Stéphane qui va représenter la société des environnements. Et avec Yannick Anouche qui est avec nous. Merci beaucoup Yannick, vous allez pouvoir aussi vous rapprocher. Voilà, nous avons deux intervenants. Nous aurons peut-être l'occasion, hein, Stéphane, de recevoir aussi peut-être Julien Salinas. Michel se chargera de nous l'informer, donc ne soyez pas surpris. Peut-être que vous aurez un quatrième intervenant. Pour les personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'entendre le préambule de cette conférence, je dispose d'un micro qui est interactif. Donc si vous avez envie d'intervenir pour poser une question à l'un de nos intervenants du jour, n'hésitez surtout pas, levez juste la main et je viendrai vers vous. Stéphane, c'est à vous. Donc on va faire un petit point sur l'état actuel de la réglementation qui a pas mal évolué ces dernières années avant d'interagir avec les différents intervenants. Donc on est bien sur le sujet de la travaux. Les différents intervenants sont déjà présentés par Thierry, donc j'arrive sur le contexte. Donc aujourd'hui le repérage amiant d'une manière générale s'articule autour de deux codes. On a le code de la santé publique qui gère la problématique du repérage amiant avant démolition, donc au travers notamment de l'arrêté du 26 juin 2013. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est de parler donc, de l'avion de travaux qui a été introduit donc, récemment par la loi du 8 août 2016, donc la loi El Khomri, complétée par le décret du 9 mai 2017. On attend aujourd'hui donc des arrêtés d'application qui vont être publiés pour chacun des domaines concernés qui ont été introduits donc, par le décret. Donc domaine 1 qui concerne les immeubles bâtis. Donc les immeubles bâtis, l'arrêté devrait être publié a priori prochainement. Il est annoncé depuis longtemps mais ça traîne un petit peu. Cet arrêté devrait appeler comme d'application obligatoire la norme NFX 4601, la norme amiante, avec un programme de repérage ad hoc donc, qui est constitué par l'annexe A de cette norme. Les travaux de normalisation en cours sont en train d'être réalisés sur les différents domaines puisqu'on va avoir normalement une norme par domaine d'application. On va avoir une norme sur les autres immeubles, tels que les terrains, ouvrages de génie civil ou infrastructure. On aura ensuite une norme sur le matériel roulant ferroviaire ou autre matériel. Une norme concernant les navires, bateaux, engins flottants. Une autre norme pour les aéronefs. Et la dernière qui est en cours d'élaboration également, qui concernera tout ce qui est industriel, process industriel. Voilà. Donc aujourd'hui, la seule norme qui est applicable et qui est rédigée et opérationnelle, c'est la NFX 4601, donc sur les immeubles bâtis. C'est une norme qui a eu un petit peu de mal à naître. Les commissions de normalisation ne sont pas toujours faciles dans leur fonctionnement de par les différentes personnes qui les constituent. Il y a eu beaucoup d'échanges. On se retrouve avec une norme qui est relativement complexe à interpréter et à comprendre, d'où la mise en route depuis quelques semaines de travaux qui visent à rédiger un fascicule documentaire dont l'objectif sera donc d'expliciter finalement des points de détail de la norme qui sont parfois un peu compliqués à comprendre. Le fascicule documentaire donc, en cours d'élaboration va porter sur la réalisation des sondages, va porter sur la notion de pré-rapport ou de rapport. Donc il y aura un cadrage de ces éléments-là. Sondage, rapport, pré-rapport. Il y a un troisième point que j'ai oublié. Localisation des sondages. Puisque la norme actuellement précise qu'on doit localiser les sondages, seulement elle ne précise pas comment. Donc l'idée de ces groupes de travail, sur ces trois thématiques, est de venir compléter la norme actuelle de manière à permettre aux opérateurs, aux utilisateurs et aux maîtres d'ouvrage de la mettre en application correctement. Donc au niveau réglementaire, aujourd'hui la loi El Khomri est publiée, le décret du 6 mai est publié, donc on attend un arrêté par domaine, comme je le disais en préambule. A priori, une date butoir avait été fixée au 1er octobre 2018, ça va être relativement complexe de la tenir, donc il n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, il y ait une annonce de report de sortie de ces arrêtés. Je pense que le premier à sortir sera l'arrêté sur les immeubles bâtis. Pour le reste, il va falloir attendre un petit peu, puisque chacun des arrêtés va amener ou va appeler l'application
la norme comme étant obligatoire. Donc, c'est donc dire qu'avant que l'arrêté paraisse, il faut que les normes soient opérationnelles. Et le seul domaine sur lequel aujourd'hui on est prêt, c'est le domaine de la vente avant travaux concernant les immeubles bâtis. Est-ce qu'il y a des petites questions dans la salle? C'est donc je vais être clair. Tout se passe bien pour l'instant. Sur le contexte de cet avant-travaux, là, on est avec Stéphane Ressent qui représente un réseau présent sur l'ensemble de ce territoire français, constitué aussi d'experts et d'entreprises spécialisées dans la réalisation des repérages. Nous avons à nos côtés monsieur Alexandre Faure qui représente des environnements, qui lui depuis 1995, la société étudie les procédés de retrait innovants et développant notamment leur propre matériel de désamiantage et de traitement de surface. On va laisser en même temps la parole auprès d'Alexandre, parce que je pense que vous avez peut-être quelques témoignages à nous prodiguer, notamment sur ce début de conférence. Je crois que vous avez le micro, hein, ça devrait être opérationnel. Oui. Allô. Oui, bonjour. Oui, je vous présente Alexandre Faure, donc société DI Environnement, chargé d'affaires pour la région PACA. Donc DI a une expérience d'une trentaine d'années pour tout ce qui est désamiantage. Et depuis le temps, nous avons vu évoluer les repérages amiantes avant travaux. Un document qui est très important pour nous pour pouvoir débuter les missions qui nous ont confiées, donc pour faire du chiffrage et puis pour pouvoir mettre en œuvre la réalisation des travaux. Donc ce document pour nous est très important car il nous permet de situer les matériaux et de pouvoir adopter des techniques et des processus à mettre en œuvre pour le désamiantage. Il nous arrive donc de rencontrer sur des chantiers où des diagnostics ont été faits de façon un petit peu succincte, si on peut dire, ou bien qui n'ont pas été bien réalisés, qui nous permet et qui nous donne de temps en temps des problématiques sur le chantier, puisqu'on découvre les matériaux où ils ne sont pas situés des fois au même endroit, ce qui permet et ce qui nous contraint à avoir pas mal de problèmes à ce sujet. Donc, une fois que ces matériaux sont repérés, ça nous permet de mettre en œuvre le chantier. Les conditions sont souvent réunies dans de bons termes. Et quand nous rencontrons des défauts avec des diagnostics, ça peut créer des travaux supplémentaires et des coupures de chantier qui rallongent le planning. Ça nous est arrivé sur des chantiers et c'est assez problématique puisque ça modifie le temps de chantier, la durée, les méthodologies. Et il faut revoir pratiquement tout le chantier. Voilà. Est-ce que vous avez quelques exemples concrets de ce que vous avez pu vivre avec votre structure? Mais des exemples, donc on base le devis et le plan de retrait technique sur les matériaux qui sont sur le rapport. Et pendant les travaux, on découvre de nouveaux matériaux. Donc là, on est obligé de stopper les travaux, de faire revenir un diagnostiqueur qui va faire des prélèvements complémentaires et dire si on découvre des matériaux supplémentaires. Donc de là, le chantier est arrêté. Et nous devons revoir l'installation de chantier, la mise en place et la mise en œuvre. Donc ce qui fait, qui rallonge le planning et ensuite qui contraint d'avoir des techniques supplémentaires et donc d'écoute. Donc tout ça, grâce à un diagnostic qui serait réalisé dans un premier temps de très bonne façon, permet d'éviter tous ces problèmes, ces contraintes donc aux clients, au maître d'œuvre. La société qui intervient. On a dans le thème de la conférence, on dit que c'est contrainte ou opportunité. Pour vous, vous considérez c'est une contrainte ou une opportunité? De ma propre expérience, au départ, on peut penser que c'est une contrainte, mais ça devient une opportunité pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions pour tout le monde. Comme je disais, clients, intervenants, maître d'œuvre. Je pense qu'un bon diagnostic permet de faire un chantier dans de bonnes conditions, en sécurité et en gardant les objectifs. Stéphane, quels sont pour vous aussi, par rapport au thème de la conférence, contraintes opportunités, quand vous écoutez M. Alexandre Faure, quels sont vos points de vue?
Non, ce que disait M. Faure, c'est intéressant. Il convient effectivement de bien comprendre que les repérages en travaux, ce sont des diagnostics qui ne sont pas forcément évidents à mener. Et dans la relation notamment initiale avec le maître d'ouvrage, il est très important de bien cadrer le repérage. Alors, qu'est-ce que c'est bien cadrer le repérage? C'est identifier clairement le programme de travaux, donc le périmètre, les locaux qui vont être concernés par les travaux, et les travaux qui vont être réalisés à l'intérieur de ce périmètre. Pourquoi? Parce que si le cadrage de ce programme de travaux n'est pas fait correctement au départ, évidemment, on peut limiter la mission à certaines couches dont on pensait qu'elles allaient être impactées ou pas par les travaux, et rater finalement des étapes. Allô, ça marche. Rater donc finalement des éléments dans le repérage. Deuxième chose, c'est la séparation des couches. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément sur un repérage amiante dans le cadre d'une vente, puisqu'on se limite à un programme de repérage qui est raccourci, qui est restreint. Il y a une nécessité absolue dans le cadre de repérage amiante en travaux, voire en démolition, mais encore plus en travaux, de séparer les couches lorsqu'on fait les repérages. Pourquoi? Parce que derrière, quand une entreprise va intervenir pour faire un retrait, il est important qu'elle sache si l'amiante est contenue dans la peinture ou dans l'enduit qui est derrière, si l'amiante est dans la dalle ou si l'amiante est dans la colle. Puisque ce n'est pas la même chose que de retirer une dalle avec une colle qui n'est pas amiantée ou une dalle avec une colle amiantée. Donc il y a une nécessité impérieuse de bien cadrer périmètre et programme de travaux pour atteindre l'objectif qui est de rechercher l'amiante dans les zones qui sont concernées par ces travaux. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main, mais vous voulez peut-être rebondir sur les propos de Stéphane, Alexandre? Voilà, je vais dans son sens et je pense que ce document est très important, surtout au départ, parce que la contrainte, ça peut être vu pour les maîtres d'ouvrage, mais je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'avec ce document, s'il est bien fait dès le départ, ce sera un document qui permettra de réaliser les travaux dans de très bonnes conditions, et donc lui, il économisera au point de vue financier et sur le planning. Ma question, c'est, tout à l'heure, Stéphane, vous avez présenté l'arrivée de dispositifs quelque part qui vont encadrer votre métier d'opérateur de repérage, mais du repérage amiantal en travaux, ça fait plus de 10 ans que vous en faites. Donc, selon vous, ça va être bénéfique? Vous voyez comment c'est arrivé? Parce que cette norme, elle a été constituée au fil des ans par des groupements d'experts, et maintenant, on va vous donner un cadre sur lequel, quelque part, vous allez aussi vous engager contractuellement. Donc vous voyez c'est arrivé d'une façon positive. Vous aussi, professionnel du retrait, vous voyez ce cadre arriver de quelle façon? Et comme je disais aussi tout à l'heure, nous, au plus, on a l'information au départ, en amont. Au mieux, c'est pour nous, et de pouvoir donc faire notre métier et faire le désamiantage. Donc c'est très important que tout le monde soit bien reconnu ce document pour pouvoir réaliser les travaux. Alors pour répondre à la question, c'est très bien parce qu'aujourd'hui le cadre réglementaire n'est pas bien compris par tout le monde. On est sur une obligation qui est issue du repérage ou de la protection des salariés au titre de l'exposition au CMR. Demain, effectivement, on va avoir un éclaircissement, notamment pour les maîtres d'ouvrage. Je pense qu'il va être plus facile de comprendre d'où provient l'obligation. Il y a des travaux, on ne doit pas exposer les personnels à l'amiante, il y a un cadre réglementaire, loi travail, décret arrêté par domaine, une norme. A priori, je pense qu'il va y avoir une croissance importante sur le marché. Alors, personnellement, je vois aujourd'hui une montée en puissance des maîtres d'ouvrage sur des demandes de repérage. C'est même d'ouvrage que je connais depuis des années qui ne demandaient pas de repérage amiante. Donc je pense qu'effectivement, on est à la veille d'une forte croissance du marché du repérage amiantal en travaux. Oui, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce document n'est pas que pour les gens qui font du désamiantage, mais il est important pour la vie du chantier, pour tous les corps d'État, parce que le plombier, le menuisier peut tomber sur des matériaux amiantés. Donc avant cette intervention, il doit être aussi au courant s'il y a une présence d'amiante ou pas, ou si l'amiante a été retirée à la suite de nos travaux. Donc c'est aussi important pour tout corps d'État, donc pour toute la vie du chantier. On peut le remarquer, on a un arbitre entre nous deux, entre les deux. Je vous demande de pardon, le micro maintenant. Yannick Henouche, qui est VDG du réseau Exim. Yannick, merci de votre présence aujourd'hui. À quelques jours de la sortie, ça y est, les sorties de l'apparition de votre livre Demain le logement. On va en parler un petit peu après de cet ouvrage, mais vous pensez, quelles sont vos pensées par rapport à
les interventions de Stéphane et d'Alexandre sur ce sujet. Est-ce une contrainte ou une opportunité des uns aux travaux? Merci. On m'a demandé d'intervenir sur une conférence contrainte-opportunité. J'ai délibérément décidé de choisir le côté opportunité, et on vient de voir l'aspect réglementaire qui est l'opportunité légale de nos métiers, mais ça je crois que tout le monde en convient aisément. La relation avec nos collègues des amianteurs qui sont au cœur des sujets une fois qu'on a identifié les problématiques amiantes. Mais c'est vrai que force est de constater que notre filière, le repérage amiante, avant travaux, avant démolition, devient le cœur des ouvrages. On est présent dans les bâtiments, on est peut-être les personnes les plus présentes dans les bâtiments en rénovation, en reconstruction, et c'est vrai qu'on a une connaissance du bâti qui, aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, font que nos métiers sont un vecteur central de l'information. Tu l'évoquais aisément, le plombier qui passe après, il faut qu'il sache qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait, et c'est vrai que on constate régulièrement que les donneurs d'ordre, les bailleurs sociaux, les promoteurs qui rénovent des biens immobiliers, etc., sont demandeurs d'informations sur le bâtiment. Et qui mieux que la personne qui fait du repérage amiante, qui vient découvrir chaque parcelle du bâtiment, peut donner une information globale. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle des fameux documents qu'on échange les uns entre les autres, parfois de façon contentieuse parce qu'il n'y a pas eu assez de diagnostics, parce qu'il y a eu trop de diagnostics, parce que les diagnostics n'ont pas bien été faits, etc. Et puis il y a du ping-pong qui bloque des chantiers, et c'est vraiment problématique. Alors c'est vrai qu'on a la chance dans la projective, c'est que le marché se numérise, on numérise les bâtiments, et je pense que notre métier demain de repéreur d'amiante avant travaux va vers la connaissance du bâti, la numérisation, et demain nos repérages se feront dans une visibilité globale. Fameuse, on parle du BIM, on n'est pas des BIMeurs, mais on est des repéreurs, et on va repérer à la fois de l'amiante, mais on va repérer aussi un immeuble. Et quand on sera capable de remodéliser des immeubles, on sera le cœur central de la gestion de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre. Et c'est clair que nous, on prend l'exemple, on l'a régulièrement, quand il y a des bailleurs qui font des restructurations de cages d'escalier, de rénovation d'appartements, etc., ils nous appellent pour faire du repérage à l'amiante. On fait appel à nos confrères, ils font appel à nos confrères quand il y a des problématiques amiantes, et puis derrière, ils nous demandent une carte, un plan, des volumes pour ne pas exposer les acteurs du BTP au risque amiante. C'est vrai que l'opportunité de marché de demain, c'est clairement la numérisation 3D. On doit faire, nous, de la numérisation 3D, nos plans. Alors, est-ce que les solutions sur le marché sont adéquates aujourd'hui? Alors, je ne pense pas encore. On travaille avec des solutions 3D pour leur dire, voilà, comment faciliter notre métier, comment demain, je crois que tout à l'heure, il y avait un atelier sur une caméra 3D numérique là, qui montrait, voilà, ça, c'est des sujets qui sont importants pour nous, mais clairement, notre filière qui a parfois été un petit peu mis de côté, parce que on était les parents pauvres du BTP, aujourd'hui, je pense qu'on a une place centrale à prendre. Et l'opportunité du marché, elle est existante, ne serait-ce que par la numérisation du bâtiment qu'on est capable de faire et l'information qu'on va donner aux maîtrises d'œuvre et à nos clients, à vos clients, aux clients qui sont les collectivités locales ou les bailleurs privés, sur la connaissance du bâtiment. Bon, d'après vous, pourquoi, alors, je vais vous passer le micro, pourquoi vous pensez que ça a été mis de côté à l'origine? Ça peut être mis de côté, c'est qu'on est une filière qui est toute neuve encore, hein. Enfin, on débute dans ce marché. Je rappelle que l'interdiction de l'amiante c'est 97, les premières prises de conscience sont dans la foulée, et, tu l'as évoqué, l'aspect normatif contraint, mais aussi encadre le règlement de notre métier, et on sait maintenant à peu près où on va et ce qu'on doit faire. Avant, et encore maintenant, on ne savait pas trop ce qu'on devait faire. Tu exagères un petit peu, mais bon, voilà, on faisait notre job avec l'éclairage qu'on donnait, nous, à la vision, en fonction du fait si on était très technicien du bâtiment, très technicien d'amiante, voilà, on n'avait pas tout à fait la même vision de ce qu'on devait faire. Là, je pense que c'est clair. Quand tu l'as exposé, on sait ce qu'on doit faire, et donc du coup, maintenant, on peut peut-être monter de 2-3 marches et avoir une vision beaucoup plus globale de notre perception dans le bâtiment. Bonjour. Allô? Oui. Maxime Chadeville, laboratoire Agexial. Qu'est-ce qu'on attend d'un point de vue technique par rapport au nouvel arrêté sur les immeubles bâtis? Concrètement, sur les rapports de diagnostic, est-ce qu'on s'attend à un saut qualitatif, ou c'est simplement, comme disait Stéphane tout à l'heure, simplement un cadrage un peu plus précis par rapport aux demandes de maître d'ouvrage?
est-ce que techniquement, voilà, sur la constitution des rapports de diagnostic, on attend une... Je vais répondre rapidement, je passe le micro parce que je sais que tu as envie de répondre. Alors, légalement, de toute façon, on est un peu plus encadré, donc on a une responsabilité un peu plus importante dans la restitution des prélèvements et de la façon dont la méthodologie nous impose, enfin la norme nous impose une méthodologie de travail. Donc déjà, légalement, on a un rendu qui doit être, alors, si tant que c'était pas avant, plus qualitatif. Après, le rendu, la façon dont on va faire nos repérages et dont on va restituer l'information, déjà, avec l'évolution des technologies, nous permet d'avoir des solutions qui sont beaucoup plus qualitatives. Là, je reprends ton propos, qui sont beaucoup plus qualitatives parce qu'on va pouvoir visualiser un peu mieux, et être beaucoup plus transverse dans la restitution de l'information. C'est-à-dire, on va pas être simplement une restitution d'amiante à tel endroit. On va aussi donner de l'information sur la vie des bâtiments pour tous les autres corps d'État. Et donc, en ce sens-là, on va devenir non seulement plus qualitatif, mais aussi central, je pense, dans l'information. Oui, pour compléter, alors ça c'est un regret de moi que j'ai à titre personnel, mais tout le monde n'était pas d'accord, donc je me suis rangé à un avis général. La norme, j'aurais voulu, je fais partie d'un certain nombre de personnes qui auraient voulu qu'il y ait un modèle de rapport de leurs travaux introduit dans la norme NFX 46020. Il y a eu un modèle de rapport qui a survécu quelques semaines dans une version provisoire de la norme à l'état du stade de travail, qui a été sortie. Donc au niveau de l'arrêté apparaître, parce que c'était un peu le début de la question, il y aura des éléments du genre le rapport doit contenir. Voilà. Il faut savoir que c'est la DGT qui a imposé la notion de quantification d'amiante dans les rapports contre l'avis de tous. C'est vraiment un souhait de la DGT mais qui n'était pas partagé par personne. Donc ça va poser de gros soucis. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas comment on doit quantifier les déchets. Est-ce que c'est des mètres cubes, des mètres carrés? On estime, donc une estimation, on a un droit à l'erreur, à combien. Donc là, il y a un souci au niveau des déchets. Ça pourrait poser des problèmes à l'avenir, je pense, dans les rapports qui vont être rédigés par les opérateurs. D'autant plus si on veut respecter le cadre qui va être fixé. Et je pense que l'arrêté de travaux qui sortira risque de rappeler qu'on doit effectivement estimer la quantité de déchets, même si c'est déjà inscrit dans la norme. Donc ça, c'est un souci. Moi, je regrette personnellement qu'il n'y ait pas un modèle de rapport qui aurait permis justement d'avoir un cadrage et d'avoir une homogénéisation des pratiques, ce qui risque de ne pas être le cas. Certains pensent différemment, puisque certains créent de la valeur ajoutée en travaillant le rapport de manière un petit peu différente. C'est bien, je peux le comprendre, mais par ailleurs, pour le lecteur final qui est le maître d'ouvrage, c'est vrai qu'un cadre avec un cadre un peu plus précis aurait été, à mon avis, pertinent. Je me mets juste un peu, je partage beaucoup de tes opinions, et puis on se suit sur les réseaux sociaux, mais moi je trouve que le fait de ne pas avoir de rapport permet à chacun d'exprimer à la fois ses talents, sa vision et sa relation avec ses clients. Et nous enfermer, nous, professionnels, dans un rapport, bon, on fait déjà un diagnostic immobilier classique avant-vente, si dans le repérage amiante, en plus, on est obligé, on est contraint, forcément le rapport, il ne va pas aller jusqu'au bout. Parce que l'exhaustivité d'un rapport, c'est aussi la connaissance intellectuelle de nous, opérateurs, qui font qu'on a des plus-values à donner. Et c'est vrai que je pense qu'il choisit ses clients en fonction, enfin, en tout cas, où nous, on se choisit parfois en fonction de la capacité où on est capable de donner de l'information. On partage, on a le même avis. Moi, je pense qu'effectivement, ça aurait pu homogénéiser le rendu, mais pour autant, effectivement, ça a privé les uns ou les autres de montrer leurs compétences et effectivement d'amener un petit plus dans un rapport qui est finalement personnalisé et rédigé par celui qui a fait la mission. Donc il y a un choix, il a été fait et je me suis rangé à ce choix-là. Mais les deux positions se défendent et les deux ont des avantages et des inconvénients. Oui, pour revenir là-dessus, c'est que nous, le problème qu'on rencontre aussi en tant que professionnel, c'est que l'on a pas mal de dossiers où on peut avoir plusieurs rapports d'amiante issus de différents diagnostiqueurs. Donc ça aussi c'est assez compliqué puisque chacun a un peu sa vision. Certains sont plus ou moins bien faits et ça émet des doutes et des difficultés supplémentaires en tant que professionnel pour pouvoir évaluer les techniques et les chiffrages. Mais comment considérer, Alexandre, qu'un dossier soit mieux traité de l'un par rapport à l'autre? On s'appuie, comme disait Stéphane, sur effectivement la réglementation. Comment vous faites pour faire le choix entre l'un et l'autre? Nous, ce qui est important, c'est, bon, bien sûr, tous les prélèvements qui ont été faits dans le rapport, mais aussi ce qui est très important, c'est le repérage sur les plans. Donc quand les plans sont bien faits, bien définis, avec de très bons repérages et un support photo, c'est des rapports amiantes qui nous aident pour pouvoir travailler
de manière plus harmonieuse, si on peut dire, surtout si on est allé visiter sur le terrain, puisque nous, généralement, c'est un document qui nous accompagne, et qui nous permet sur le terrain de pouvoir repérer ces matériaux. Et si les repérages et les croquis sont bien faits, ça nous permet de repérer plus facilement le matériau à retirer. C'est très important, tout ce qui est schéma, photo, accompagnement, et puis que le dossier soit assez clair. On retrouve dans l'ouvrage de Yannick, dans l'ouvrage Demain le logement, on parlait des lieux de vie, du patrimoine immobilier. Je sais, Alexandre, qu'il vous est arrivé, alors c'est un petit clin d'œil, un témoignage qui est assez particulier, ce qui s'est passé à Nice, notamment, avec, permettez-moi l'exemple, mais avec des personnes qui détruisaient quelque part le patrimoine immobilier, mais vous les avez pris côté positif des choses. Oui, ça c'est un exemple qu'on a vu concrètement sur la région de Nice, donc, puisqu'on avait des dégradations sur le chantier, parce qu'on était dans des quartiers un petit peu, on va dire, un peu difficiles. Donc on a pu mettre en place une cellule qu'on a basée, on a appelé culture, où on a pris les gens du quartier et on les a intégrés dans le chantier en faisant, dans un premier temps, carrément un peu du nettoyage d'abord de chantier, où on les a accompagnés, on leur a fourni du matériel et puis des habits de notre société. Et ensuite, on les a intégrés, puisqu'on avait pas mal de dégradations au niveau du chantier sur tout ce qui est clôture. Donc quand on commence à s'attaquer aux clôtures, généralement après ça va un petit peu plus loin. Donc on est arrivé à créer avec le quartier une cellule pour pouvoir faire des tags et des graffitis pour pouvoir orner le chantier. Donc, ce qui a quand même intéressé les enfants du secteur. Et après, on leur a fait une invitation pour un karting, où là, ils étaient enchantés. Ils ont pas fait de tête sur les cartes, là. Voilà, là, ça s'est très bien passé. Donc, on est arrivé à intégrer la population dans notre chantier en faisant ces différentes interventions, ce qui a quand même bien calmé, on va dire, le jeu, et qui nous permet de pouvoir travailler sereinement pour tous les acteurs de notre chantier. C'est beaucoup plus pratique. Yannick, on dit en général, quand on parle de nos intérieurs, qu'on passe 80%, enfin vous le dites, 80% de notre temps dans notre intérieur, comment on peut imaginer à terme comment on va évoluer si on essaie d'extrapoler un peu dans le temps? Si on venait à remonter, là on parlait d'avant, et on est dans le cas aujourd'hui, mais dans quelques années à venir. Vous citez parfois dans votre ouvrage effectivement les enjeux du logement et comment vous voyez les choses. La question est un peu large. Oui, c'est clairement large, j'ai pas préparé de réponse exhaustive. D'abord, j'ai pas de boule de cristal. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est... Votre témoignage. Voilà, non, mais sur le sujet qui nous intéresse, c'est la problématique, l'opportunité, en ce qui nous concerne l'opportunité amiante. Moi, je crois que vraiment, on va travailler de concert avec les donneurs d'ordre de la filière de rénovation urbaine, on va appeler ça comme ça, pour que notre filière soit au centre des sujets. Parce que de toute façon, vu que notre métier est obligatoire, légalement obligatoire, et que sur chaque sentier on doit passer, c'est nous qui sommes au centre des problématiques du logement de demain, mais du logement, du bâtiment industriel, du bâtiment public, parapublic, etc. Et le fait qu'on soit au centre, à nous de trouver des solutions. Alors nous tout seuls, c'est difficile, en tout cas nous tout seuls c'est difficile, nous ensemble c'est peut-être aussi un peu moins difficile, mais de trouver des solutions qui nous permettent de fournir à des clients, des alimenteurs, à des maîtrises d'ouvrage, à des bailleurs sociaux, j'évoquais tout à l'heure, des véritables outils de connaissance du milieu immobilier. Et moi je crois beaucoup à la 3D. Alors c'est une porte ouverte, chacun dit la 3D ça fait des années. Toi tu parlais d'évocation du plan. Déjà si tu étais au plan, j'imagine que toi tu serais content. Nous aussi on n'a pas de très belles solutions plan, mais le plan, la 3D demain, c'est l'assurance de notre filière d'être dans un véritable marché d'opportunités. Donc moi je regarde, enfin on regarde, puisqu'on en parle souvent aussi sur les chantiers, quelles solutions on peut mettre à disposition de nos clients pour demain être celui qui non seulement fournit une obligation légale, mais aussi un véritable outil de connaissance du logement. Et c'est vrai que quand vous dites à des bailleurs sociaux, je vais te ramener un plan 3D, et puis tu verras les conduits d'eau, les prises électriques, les bouches d'aération sur la qualité d'air, etc., clairement c'est fini, on a tout dit, hein, et on prend le marché. Pourtant, c'est depuis 2015 qu'on a déjà des solutions de cartographie
messieurs. En fait, le patrimoine immobilier, depuis 2015, on l'a déjà vu le jour, et on est déjà en 2018. Comment on peut expliquer, Stéphane, cet écart qu'on a entre ce qu'on avait déjà depuis 3 ans pour destiner à simplifier cette gestion, notamment sur le risque amiante, et aujourd'hui? Pourquoi on a ce décalage encore? Sur la 3D, je pense qu'il y a de la recherche, il y a une évolution qui est en route, qui est en marche. Je pense que ce qui va être compliqué, c'est d'interfacer finalement la 3D avec le repérage en tant que tel, puisqu'on est sur un sujet de repérage amiante. Aujourd'hui, on nous explique effectivement qu'aujourd'hui la qualité des plans à plat, à 2D sont parfois difficilement lisibles. Donc il faut aussi progresser là-dessus pour pouvoir demain, effectivement, en fonction des solutions qui sont proposées, interfacer nos repérages avec une modélisation 3D. Ça ne va pas se faire tout de suite, il faut réfléchir, il faut inventer de nouvelles méthodologies de manière à pouvoir faire ça de manière pertinente et lisible et efficace. Alors, je vais maintenant vous regarder, vous imaginez peut-être que ce micro va peut-être rester entre mes mains, mais est-ce qu'il y a des questions éventuellement auprès de nos 3 intervenants? Alors, qui veut se lancer pour les questions? Est-ce que c'est bon? Oui, bonjour, Roland Forest, gérant d'Assure Pro Conseil. Juste une petite question concernant la responsabilité. Donc, je n'ai pas la connaissance de l'amiante comme vous pouvez l'avoir, mais lorsque j'entends repérage avant travaux et ensuite inadéquation entre le résultat et ce que le désamianteur va trouver, concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une responsabilité contractuelle de la personne qui fait le repérage, ou on arrive à trouver un accord avec le maître d'ouvrage pour le surcoût que ça a engendré? Alors, à titre personnel, j'ai jamais été concerné par ce type de problématique, donc merci. J'ai encore eu de la chance. Non, tout à l'heure, en préambule, je parlais du programme de repérage, je parlais du périmètre de travaux. Ces 2 éléments, notamment dans la notion de diagnostic amiante avant travaux, c'est 2 éléments qui sont fondamentaux. On ne peut pas réaliser un repérage efficace, précis, si on n'a pas cadré la zone exacte qui va être concernée et les travaux sur lesquels qu'on va réaliser sur cette zone-là. Donc c'est le seul moyen pour un opérateur de repérage de pouvoir se défendre. Si dans un repérage en travaux on ne précise pas ces éléments-là, périmètre et programme de travaux, on ne peut pas identifier les matériaux qui vont être, ou produits qui vont être impactés par les travaux, et à partir de là on ne peut plus se défendre. Donc c'est pour ça que cet élément-là est un élément clé du repérage. Identifier ce qu'on va faire et où on va le faire. Et à partir de là, on sait ce qu'on va rechercher. Si ces éléments ne sont pas cadrés, effectivement, l'opérateur ne peut pas se défendre. Et aujourd'hui, la grosse difficulté qu'ont les opérateurs, que j'ai au quotidien aussi, c'est justement de récupérer un programme de travaux précis émanant du maître d'ouvrage. Et ça, effectivement, la norme a amené de nouveaux éléments en précisant quelles étaient la nature des échanges entre le maître d'ouvrage et l'opérateur de repérage, en lui imposant notamment une pseudo-validation du programme de repérage. L'idée étant de dire, on a compris ce qui va être fait et où ça va être fait, voilà ce que l'opérateur va rechercher, est-ce que monsieur maître d'ouvrage, vous êtes d'accord avec ce programme de recherche? Mais c'est le seul moyen, in fine, de se couvrir en cas de soucis ultérieurs. Et c'est vrai que les entreprises d'amiantage, d'une manière générale, c'est un petit peu les bruits qu'on entend, sont assez friands de TS, de travaux supplémentaires, parce que finalement, ça permet de récupérer un peu de chiffre d'affaires. Même si c'est pas malvenu, malveillant, c'est quelque chose qui, quand même, aujourd'hui, constitue une espèce d'épée de Damoclès sur la tête des opérateurs, quoi. D'où l'intérêt en amont de bien réfléchir à ce qu'on va devoir rechercher. Yannick, Alexandre? Je fais une toute petite remarque complémentaire, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Nous non plus, on n'a jamais été confrontés. Mais alors, le problème de notre filière, hein, on a vu, bon, maintenant on est bien normé, on sait à peu près ce qu'on doit faire, etc. Il y a le problème de la restitution. Donc en effet, il n'y a pas de rapports qui sont enfin normés pour le coup. Et la problématique, c'est que notre client n'est pas forcément celui, même ça va ouvrir un peu un sujet un peu polémique, qui n'est pas forcément celui qui est le plus intéressé par nos rapports. Parce qu'on travaille pour un client, mais en fait c'est pour eux
des amianteurs, c'est eux qui sont les plus à l'écoute et attentifs à ce qu'on rend, leur restitution. Et donc on est dans une chaîne de valeur où on nous mandate pour faire quelque chose obligatoire. Alors on sait tous, parfois, bon, il faut que tu le fasses, machin, on le fait. Et dès qu'on trouve de l'amiante, pouf, là, du coup, on doit monter quelques marches en professionnalisation pour qu'ils puissent faire leur job de bonne facture. Et aujourd'hui, je crois que notre filière, elle est encore un peu brouillonne dans cette exigence légale et cette opérativité après du désamiantage. Oui, je pense aussi que la difficulté, c'est le type de travaux. Si nous avons affaire à une démolition complète d'un bâtiment, on sait que le diag aura été fait de façon convenable, puisque la personne qui doit faire le destructif pourra travailler dans des conditions optimales. Tandis que quand on est dans de la réhabilitation ou du bâtiment en site occupé, la grosse difficulté, je pense, des diagnostiqueurs, c'est de pouvoir faire correctement le diagnostic en site occupé, donc ça veut dire avec du personnel, sachant qu'ils peuvent rencontrer des matériaux amiantés. Ils ne peuvent pas accéder dans toutes les zones puisque le bâtiment doit continuer à vivre. Donc généralement dans ce type d'intervention, on peut retrouver des matériaux qui n'ont pas été reconnus puisque le diagnostiqueur a eu du mal à pouvoir accéder à ces zones. Donc c'est pour ça que le diagnostic, je pense, doit être toujours fait en amont et être pris de façon assez convenable pour pouvoir répondre à la suite donc, des travaux. Est-ce que nous avons une nouvelle question pour cette première conférence? Est-ce que ça a été clôturé? C'est bon? Écoutez, je tenais à sincèrement vous remercier de votre présence. Merci. On peut une nouvelle fois applaudir à nos trois intervenants pour cette première conférence avec M. Alexandre Faure, M. Stéphane Dessant et Yannick Hennig, je vous rappelle.